Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, où nous allons tenter de comprendre quelles sont les tendances en matière de crowdfunding au premier semestre 2025. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir deux spécialistes du sujet sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Joachim Dupont. Bonjour Joachim Dupont. Bonjour. Vous êtes président de Anaxago Capital et à vos côtés Bertrand Desportes. Bonjour Bertrand Desportes. Bonjour Nicolas. Vous êtes associé au sein du groupe Forvis Mazars. Messieurs, vous venez tous les deux régulièrement dans l'émission pour nous expliquer un petit peu ce qui se passe sur le marché du crowdfunding en France. Peut-être que nous allons commencer avec vous, Bertrand Desportes. Le premier semestre donc se termine tout juste. Oui. Que se passe-t-il? Que s'est-il passé? Quelle a été la tendance? Qu'est-ce qu'on peut retenir sur le marché du crowdfunding dans son ensemble? Dans son ensemble, on est encore sur une orientation baissière tirée par l'immobilier qui n'a pas encore retrouvé les allures qu'il avait en 2022-2021. Donc on est sur une baisse sur l'immobilier qui sera aux alentours de moins 30 à moins 35%. Pour le premier semestre? Pour le premier semestre, oui. D'accord. Si Et on là, quand on dit moins 30 à moins 35, c'est en matière de collecte? En matière de collecte, tout à fait, D'accord. ouais. Donc si on atteint 300 millions de collectes, tout confondu sur l'ensemble des plateformes, ce sera déjà pas mal. On était à 400-450 millions au premier semestre de l'année dernière. Voilà, et le crowdfunding dans son ensemble est plutôt sur une baisse de moins 10 à moins 15%, parce qu'en fait, il y a quand même des dynamiques positives au niveau de la transition énergétique, l'ENR, et au D'accord. niveau des TPE-PME, où il y a quand même des éléments de reprise. Donc derrière, en fait, un chiffre global en recul, on a deux dynamiques distinctes. Le crowdfunding immobilier qui, effectivement, a beaucoup Ouais. souffert en 2024 et donc vous continuez à le voir en 2025. Et d'autres dynamiques donc, sur les énergies renouvelables ou les TPE-PME, le financement aux entreprises directement via du crowdfunding, via des plateformes de crowdfunding. C'est Exactement, ça? oui, tout à fait. Joachim Dupont, que penser de ces tendances? Effectivement, on sent que le crowdfunding immobilier, c'est ce qui a fait du mal au secteur en matière de collecte, en matière d'image en 2024. On continue à le voir en 2025, c'est ça? Alors, c'est ce qui lui a fait beaucoup de bien au secteur. Oui, c'est vrai, quelques années avant, oui. Puisque c'est ce qui a permis de passer les milliards d'euros, jusqu'à près de 2 milliards d'euros de collecte et d'investissement. Après, effectivement, c'est le marché immobilier qui n'a pas repris. On a beau lire, il y a des frémissements, c'est-à-dire qu'on pense qu'on a atteint le point bas. Tout le marché était prêt à repartir le 6 juin dernier avec la première baisse des taux, enfin 6 juin Bien sûr. 2024, avec Oui, l'annonce de la baisse des taux qui était attendue depuis 2 ans. S'en est suivi la dissolution. Et donc, finalement, une forme d'attentisme. Et c'est la première fois, en tout cas, qu'on sent en France les acteurs immobiliers aussi concernés, les acteurs même du monde économique de manière générale, aussi concernés par la macro. D'accord. On parle des taxes, on parle des taux très élevés, on parle de Bien sûr, l'incertitude ouais. gouvernementale. Et derrière, il faut savoir que ce sont des investisseurs privés qui investissent, ou personnes morales, mais en tout cas, ça joue beaucoup quand on parle de morale des ménages, de morale des chefs d'entreprise, de confiance. Finalement, si vous êtes dans un environnement très incertain, vous investissez un petit peu moins. Donc ça, c'est côté demande. Et côté offre, il y a beaucoup moins de projets immobiliers. On passait d'un 1200 transactions, enfin 1 200 000 transactions dans l'ancien, il y a au top, fin 2022. Je crois qu'on est descendu à 700 000 l'an dernier. Donc toutes les classes d'actifs en immobilier, donc il y a moins de transactions, moins de volume et des prix qui sont assez stables finalement. Et il y a quand même eu des sujets aussi dans le crowdfunding immobilier de personnes qui n'ont pas récupéré leur argent Bien ou sûr. de plateformes qui se sont trouvées en difficulté. On continue à payer cela aujourd'hui en 2025? Il y a deux logiques dans le crowdfunding. Il y a le stock et le flux. C'est-à-dire aujourd'hui, est-ce que c'est un meilleur moment pour investir dans l'immobilier qu'en 2022? Évidemment. D'accord. Donc, Ouais. le marché a repricé, les LTV, donc les niveaux de risque sont plus bas, les garanties sont meilleures pour ces raisons-là. Donc il faut mieux investir aujourd'hui qu'en 2022. Par contre, en 2022, tout le monde était euphorique. Mais ça, on pouvait pas forcément le savoir. Donc oui, le poids de l'argent, de l'épargne bloquée dans des projets reste important. Il n'y a pas de magie, il faut que les actifs sortent. Pour qu'ils sortent, il faut qu'il y ait de la liquidité et donc le marché de l'investissement immobilier reprenne. On était à 30 milliards d'investissements sur le marché tertiaire, on est passé à 15 milliards, on a divisé par 2. Et donc il faut qu'il y ait plus de transactions pour que les investisseurs puissent sortir des opérations, puisque si on ne vend pas les actifs, les opérations ne peuvent pas se déboucler. Bertrand Desportes, même si on reste sur l'immobilier avant d'aller sur les autres types de crowdfunding, que dire effectivement de ce qui se joue toujours en fait à l'heure actuelle pour un certain nombre de plateformes et un certain nombre d'épargnants aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de... Est-ce qu'il n'y a pas eu un peu trop d'euphorie en 2022, ce qui fait qu'aujourd'hui, certains se retrouvent dans une situation avec des acteurs peut-être un petit peu moins sérieux que d'autres sur certains investissements? Alors, je pense que le crowdfunding a tiré un certain nombre d'enseignements de ce qui s'est passé sur la période 2020-2022, a vraiment resserré les boulons sur un certain nombre de critères qu'évoquait notamment Joachim,
Les LTV ont été resserrés, la géographie des biens, le taux de précommercialisation, les niveaux de garantie qui ont été pris. Tout Donc ça, plus de sélection dans les projets. ouais, Si je plus de comprends bien. sélection. Donc en fait, le marché est aussi régulé parce que les plateformes volontairement mettent moins de projets en ligne pour D'accord. s'assurer de la qualité des projets jusqu'au bout et pour réassurer leur communauté d'investisseurs qui a pu être par ailleurs un peu échaudée sur certaines opérations qui n'ont pas donné lieu à un remboursement en temps et en heure. Et par ailleurs, ça c'est pour ce qui est de la gestion du flux et pour le stock, elle se démène jour après jour pour essayer de sortir par le haut d'opérations qui ont été sourcées il y a quelques années et qui trouvent encore à être traitées actuellement via des procédures de recouvrement, via différentes actions menées pour faire en sorte que la communauté retrouve ses billes. Vous dites elle se démène parce que vous n'êtes vous-même pas dans une Non, plateforme mais de crowdfunding observateur, immobilier, voilà. mais observateur, vous Ouais. échangez avec eux et c'est ce que vous constatez, Ouais. c'est qu'il y a... Et puis je suis impliqué aussi chez France FinTech sur ce sujet-là, donc on a des échanges assez réguliers et effectivement, une partie du staff des plateformes est vraiment mobilisée pour le recouvrement des opérations et pour faire en sorte qu'elles soient menées jusqu'au bout dans l'intérêt des particuliers qui ont investi dans le crowd. Joachim Dupont, alors il y a le crowdfunding immobilier et Bertrand Desportes l'a mentionné aussi, il y a l'investissement dans les entreprises, dans les TPE, PME. Quand on interviewe des professionnels du crowdfunding sur ce plateau, c'est arrivé plusieurs fois, certains il y a 2 ans faisaient beaucoup de crowdfunding immobilier et on voit qu'un moyen de contrebalancer effectivement les difficultés qu'on peut avoir sur le marché de l'immobilier, c'est d'aller de plus en plus sur le marché du financement des entreprises. Est-ce que c'est une tendance qu'on peut généraliser aujourd'hui? Est-ce que vous constatez effectivement qu'il y a une sorte de vase communicant qui s'opère aujourd'hui sur le marché? Alors, on peut pas encore l'observer. Nous, on vient du marché du financement des entreprises innovantes. Donc, Oui. Et on a diversifié sur l'immobilier, sur Chez les fonds de Anaxago, fonds. oui. Donc, on a un groupe assez diversifié. Et on sait naturellement que les marchés sont cycliques. Donc, on est ainsi dans le VC. Donc, c'est pour ça qu'on a pour objectif, en tout cas chez nous, de diversifier depuis 13 ans qu'on est sur le marché, nos activités. Donc, on ne voit pas une tendance de fond parce que c'est un marché beaucoup plus petit. Quand on investit près d'1 milliard ou 900 millions d'euros par an dans le marché immobilier, il est très difficile d'investir les mêmes montants sur des entreprises innovantes ou des PME ou des TPE. Bien sûr. Et ensuite, pour suivre, en fait, c'est des marchés de très petits, enfin de petits volumes. Donc, c'est assez compliqué. Il faut des équipes aussi spécialisées. Donc, je ne sais pas si c'est une tendance de fond. D'accord. En tout cas, on le propose chez nous pour avoir une gamme un petit peu plus large. Je ne sais pas encore si dans les chiffres, on va voir cette tendance émerger. Quand on est dans un contexte géopolitique incertain, fiscal incertain, politique incertain et j'en passe, investir dans les TPE et PME françaises, ça se fait avec encore plus de précautions, encore plus de sélectivité. C'est au contraire un relais potentiel de croissance pour la suite. Comment est-ce que vous analysez ça chez Anaxago? Alors, nous, nos stratégies en 3 stratégies, des entreprises innovantes, donc qui travaillent sur tous les sujets de technologie autour du climat ou de la santé. On estime être des axes majeurs de développement. L'immobilier, parce que malgré tout, on n'en parle pas, mais il y a un crédit crunch pour les opérateurs immobiliers, c'est-à-dire que les banques ont réduit drastiquement leur financement immobilier, et donc les opérateurs vont de fait se retourner vers les acteurs plus alternatifs, les acteurs de la dette privée. Donc c'est ce qui D'accord. existe dans les marchés anglo-saxons, en fait, est en train d'arriver en France. Donc vous, ce que vous dites, malgré la discussion qu'on a eue avant, effectivement, sur les sujets qu'il y a eu dans le crowdfunding immobilier, c'est qu'il y a une opportunité à y aller aujourd'hui si on sélectionne bien les dossiers. Moi, c'est mon constat, c'est qu'en 2021-2022, alors que le marché était au plus haut, j'ai mis autant de volume. Alors tout le monde, les plateformes, les institutionnels, les banques, les SCPI, les plus grosses SCPI du marché, tout le monde était euphorique à ce moment-là, les investisseurs comme les opérateurs. Donc le retournement du marché immobilier embarque bien évidemment les plateformes, mais comme les SCPI, comme les banques qui n'arrivent pas à sortir. Enfin, donc c'est généralisé. Et sur le troisième, donc nous, on pense qu'il y a une énorme opportunité, aussi bien en tant que prêteur, immobilier, en tant que prêteur, parce que le crédit crunch qui ne porte pas son nom, finalement, il va créer une espèce d'appel d'air pour les opérateurs immobiliers, pour comme ce qu'on constate en Angleterre, aux États-Unis, c'est de faire appel à des prêteurs alternatifs. Et le troisième volet de notre activité, c'est la décarbonation au sens large au niveau européen. Donc en fait, on a une plateforme d'investissement avec des équipes d'investissement spécialisées sur chacune de ces 3 stratégies. Et on pense que c'est moins risqué, en tout cas si on est sur des marchés qui sont porteurs aujourd'hui, d'être positionné sur des marchés en forte croissance, donc comme la décarbonation, la climate tech, la santé ou le crédit immobilier. Bertrand Desportes, justement, les énergies renouvelables dans le crowdfunding, vous nous disiez que c'était plutôt porteur à l'heure actuelle, que vous constatiez qu'il y avait plutôt de la croissance sur le sujet. On a pu entendre l'inverse il y a un an et demi. Qu'est-ce qui se passe sur cette verticale spécifique du crowdfunding en 2025 ?
Ouais, il y a surtout un écosystème très solide de plateformes en France, avec notamment la plateforme Enerfip. Il y a aussi l'Endosphère qui s'est rapproché de l'Endopolis. Donc, c'est vraiment des locomotives qui tirent le secteur vers le haut et qui profitent plus que d'autres segments du marché du passeportage européen. C'est pas du tout rare de voir sur leur site des plateformes qui se font, des projets qui se font en Espagne, qui se font en Italie, sur du D'accord. photovoltaïque, sur de l'éolien, etc., sur du solaire. Et donc, en fait, il y a un engouement déjà sur la thématique, aidé par le dynamisme de ces plateformes qui font que les chiffres sont plutôt orientés vers la hausse. D'accord, donc l'agrément PSFP finalement bénéficie particulièrement à ces plateformes dans les énergies renouvelables. Sur si ce je comprends bien. segment-là D'accord. particulièrement, ouais, c'est peut-être un peu moins vrai sur d'autres segments, mais sur le segment de l'énergie renouvelable, oui, on a pu le constater. Ça a permis d'ouvrir un marché européen à ces plateformes Ça a françaises, permis ou en d'ouvrir tout cas aux un marché locomotives. en termes de projets et en termes aussi d'investisseurs qui viennent aussi d'un peu partout. Je dirais d'un mot aussi que le PSFP a eu tendance à resserrer les boulons et à professionnaliser davantage encore qu'il ne l'était le secteur dans son ensemble, puisqu'en fait, depuis 2022, il y a cette entrée du PSFP qui a permis de rehausser l'exigence réglementaire des plateformes en termes de fonds propres réglementaires, en termes de dispositifs de gestion des risques, en termes de reporting au sens large et de parcours investisseur, ce qui fait qu'effectivement, investir dans le crowd aujourd'hui est sans doute plus dérisqué qu'il ne l'était il y a encore 2 3 ans, avant l'entrée en matière du PSFP, qui a vraiment réaligné les standards au niveau de l'ensemble des plateformes. Joachim Dupont, alors Bertrand Desportes nous parlait au début de la collecte, donc ça, là on regarde de manière quantitative effectivement l'envie d'investir des particuliers. Est-ce que vous avez des échanges, vous, avec des investisseurs qui regarderaient de ça de manière plus qualitative? Quelle est l'appétence, la vision du crowdfunding aujourd'hui vis-à-vis d'investisseurs particuliers en lien avec effectivement les belles années du crowdfunding immobilier et aussi peut-être les difficultés qu'on a pu connaître plus récemment et la vision qu'on peut avoir de ce type de financement aujourd'hui de l'économie? Bah, les investisseurs, ils sont assez pragmatiques. Déjà, on parle à des investisseurs qui décident de mettre une partie de leur patrimoine à risque sur des classes d'actifs alternatives. Donc, en fait, si on oublie le mot crowdfunding, on investit dans la dette privée, on investit dans le private equity, on investit dans le capital risque, les ENR, etc. Donc, les investisseurs ont accès à ces classes d'actifs maintenant de plus en plus, et le crowdfunding est un moyen de diversifier le patrimoine des investisseurs. Donc, aujourd'hui, ils regardent bien évidemment projet par projet. C'est-à-dire, vous présentez un mauvais projet, il ne passera pas. C'est pas parce que vous appelez Anaxago que un mauvais Oui, oui, projet peut d'accord. être financé. Donc les gens regardent font confiance à la plateforme pour la capacité à synthétiser l'opportunité d'investissement, le travail qui sera fait, les équipes de gestion, etc., qui sont derrière. Après, quand vous avez un projet, nous on a des projets qui partent sur 5 millions d'euros en 3 jours, parce qu'on propose du 10% par an avec des coupons trimestriels et des garanties de premier rang. Quand vous avez ça, peu importe ce qui s'est passé avant, le marché a repricé, vous avez un actif qui a été revalorisé, vous allez percevoir 10% par an sur 18 mois. Et donc, on constate qu'il y a encore une forte appétence, très forte appétence des investisseurs pour mettre dans leur patrimoine des classes d'actifs qui peuvent rapporter 8, 9, 10, 12%. Et c'est la grande différence avec les ENR, c'est qu'on a du mal avec les ENR à dépasser les 6-7% de rentabilité Ouais, bien sûr. globalement. Alors que sur la dette privée immobilière ou sur le venture capital, il y a des niveaux de risque importants, mais en tout cas, vous pouvez faire x3, x4, x5 et aller chercher des 10% par an. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a un écart de volume à mon avis sur le marché. Merci beaucoup, messieurs. Merci Joachim Dupont, président de Anaxago Capital. Merci Bertrand Desportes, associé au sein du groupe Forvis Mazars. Là, on a parlé de tendance. Il y aura des chiffres précis qui sortiront plutôt à la rentrée en septembre. En septembre, oui, tout à En fait. septembre. Ce sera peut-être l'occasion de s'en reparler sur la base de chiffres précis. Merci en tout cas, messieurs. Merci à vous également. On se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.